Alors bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Donc moi c'est Audrey Royer et aujourd'hui nouvel enregistrement en direct à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et ce 8 mars cette année pour nous est sous le signe de la tech et du numérique. Nous pourrons entendre tout au long de cet épisode divers témoignages de femmes dans la tech et puis bien sûr pour cette thématique, je suis accompagnée de Paul-Antoine Pisgambille, Evelyne Vittori, Anne-Sophie Cadre, Natacha Garcia et Marine Casanova. Alors pour cette première partie, on va faire un espèce de petit état des lieux et donc pour commencer, un tour de table. Voilà, qui se lance ? Alors bonjour à tous, Marine Casanova. Donc mon parcours effectivement dans la tech et les nouvelles technologies. J'ai fait une licence à Corté et à la suite de ça, j'ai rejoint une école d'ingénieur Polytech Nice et donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur et j'ai passé un concours d'ingénieur territorial. Donc je suis à la fois dans une collectivité et je gère une clinique sur la commune de Cana. Très bien, merci beaucoup. Anne-Sophie ? Moi, c'est Anne-Sophie Cadre. Du coup, bonjour à tous. Pardon, je recommence. Bonjour à tous, moi, c'est Anne-Sophie. J'ai un parcours aussi technique avec un diplôme d'ingénieur effectué à l'École nationale de l'aviation civile où je me suis intéressée à tout ce qui était aéronautique. Et j'ai très vite été intéressée par l'innovation et j'ai fait un master spécialisé en intelligence artificielle et big data à Télécom Paris Tech avant de décider de fonder une entreprise que je suis du coup aujourd'hui présidente dans la tech. Super, merci beaucoup. Paul-Antoine ? Et bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors du coup, moi je suis enseignant-chercheur à l'université et surtout responsable des filières en informatique. Donc c'est licence 3, master 1 et 2 en informatique. Et donc c'est pour parler de nos étudiantes que je suis là aujourd'hui. Et alors, pour que tout le monde soit au courant, ça fait plusieurs années déjà qu'on en parle avec Paul-Antoine de faire une émission, en tout cas, des femmes dans la tech, parce que je sais aussi que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et donc, voilà, aujourd'hui, on l'a fait. Je te remercie d'être présent parmi nous. On va commencer par du coup cet état des lieux dont je vous ai parlé et on va se poser la question d'où nous en sommes au niveau de la représentativité des femmes dans la tech en Corse. Est-ce que tu peux nous dire quelques chiffres voilà. Oui, comme tu l'as dit, ça fait quelques années qu'on parle de faire cette émission. On en parle parce que pour le coup, la représentativité des femmes, elle est très limitée. Donc nous, dans nos filières informatiques, on a des chiffres qui sont à peu près équivalents à ce qu'on va retrouver sur le continent. On est sous les 20% de filles dans les études en informatique, à peu près à 12% de filles dans des écoles d'ingénieurs en informatique. Ce qui est pas énorme et surtout lorsqu'on sait que ce sont des domaines qui embauchent beaucoup. Et également des domaines où ce sont des profils qui sont recherchés parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que face à un problème, la réflexion qui va être mise en place pour résoudre ce problème, un garçon et une fille ne vont pas forcément suivre le même chemin. Et donc, pour le coup, ça manque de filles pour résoudre de manière un peu différente certains types de problèmes. Oui, donc du coup, c'est là où une équité serait bien pour avoir justement ces deux façons de penser. Je pense que sur les postes à pourvoir, l'équité serait à la fois un plus pour les entreprises, mais je pense également pour la représentativité dans le milieu, parce que je pense que ça peut faire appel d'air également. S'il y a plus de filles qui se dessinent à faire ces études-là, forcément, normalement, ça devrait créer plus de modèles et créer plus de vocations aussi. Et si tu veux, sur l'état des lieux, ce qui est très très étrange lorsqu'on regarde, lorsqu'on en a préparé l'émission, c'est en fait l'informatique, la naissance de l'informatique, c'est pas si ancien que ça, mais initialement, c'était très porté par les femmes. Aux États-Unis, il y avait, je crois, 40% à une époque des cadres femmes travaillaient dans l'informatique aux États-Unis. Et donc, c'était vraiment les premières ingénieures femmes. Elles étaient beaucoup
dans des grosses entreprises, dans les universités américaines. Et il y a une sorte de basculement dans les années 70-80 où ce pourcentage qui était vraiment important va fondre, alors qui s'explique pas, qui n'est pas facile à expliquer. Il y a une des études dit que finalement l'informatique est devenue très importante dans la société. Devenant très important, les hommes s'y ont plus intéressés et du coup ils ont un petit peu installé leur espèce de patriarcat ou leur pouvoir un peu dans les entreprises. Et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait réussir à inverser. Super, merci beaucoup pour cet état des lieux. Est-ce que vous avez quelque chose à dire À part confirmer les chiffres, parce qu'effectivement, on n'était pas nombreuses, mais ça a aussi ses avantages. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait plus de femmes qui se lancent, parce que ça se retrouve après plus tard, et on manque de ressources féminines. Forcément, ça apporte quelque chose, parce que ça pense différemment, ça voit les choses différemment, ça a une manière de gérer les conflits. Si on arrivait à mélanger un peu les sexes, ce serait quand même bénéfique pour tout le monde, je pense. Pour les sociétés, les entités juridiques, comme pour les personnes, du coup, j'imagine. Oui, pour les équipes, pour les chefs d'entreprise, pour les équipes, pour les chefs d'entreprise et pour les salariés. Je pense que vraiment tout le monde a besoin de voir différents visages et différentes manières de gérer les choses. Alors du coup, on a parlé représentativité et on va continuer d'en parler. Et j'aimerais aussi qu'on parle de cette dualité, on le verra tout au long de cette émission, mais entre rester et partir. On entend toujours ça dans n'importe quel domaine de toute façon. C'est est-ce que tu pars faire tes études sur le continent est-ce qu'après tu vas rester sur le continent pour exercer ton métier? Ou est-ce que tu fais tes études ici, il n'y a pas de poursuite dans ton domaine d'activité, donc du coup tu vas partir. Voilà, donc on va essayer de parler de ça. Et il y a également d'autres personnes qui viennent sur le territoire pour monter notamment leur start-up. Donc je te remercie d'être parmi nous. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ton parcours, Anne-Sophie? Après mes études, je suis assez rapidement venue travailler en Corse dans une start-up. Du coup, j'ai été au sein de l'incubateur de Corse. J'y ai trouvé au sein de cet incubateur un accompagnement qui était vraiment très agréable pour la création d'entreprise. Du coup, ce qui m'a poussée à rester pour créer Midgard aujourd'hui. C'est un choix qui est souvent... on me demande souvent pourquoi j'ai fait ce choix de rester. Au final, c'est vraiment un écosystème très agréable dans lequel travailler. C'est toujours au sein de l'incubateur, je trouve un accompagnement qui est super. Et du coup, aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine de personnes, dont 80% de techniciens dans l'informatique, qui sont au sein de Midgard en Corse. Au niveau du coup, tu dis technicien parce que ce sont des hommes ou est-ce que c'est tout confondu? C'est quoi le pourcentage? Aujourd'hui, en effet, on n'a pas de femmes dans l'informatique dans l'entreprise, à mon grand désespoir. Et vraiment, j'aimerais beaucoup avoir des profils féminins qui postulent à nos offres d'emploi. Je l'ai vécu aussi tout au long de mon parcours. C'est vrai qu'il y a une représentativité des femmes qui est très faible dans ces métiers-là. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul, c'est vraiment intéressant dans la façon de penser d'avoir les deux sexes dans ces métiers-là. Et en effet, aujourd'hui, on est deux femmes dans l'entreprise et me content. Et la deuxième n'est pas dans un métier technique, malheureusement. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'après on va retrouver des femmes dans les entreprises, mais elles vont être à différents postes ou pas dans les sciences dures, on va dire. Après, est-ce que du coup c'était intéressant de rester en Corse pour créer Midgard parce que justement il y a un terrain un peu plus vierge au niveau des startups et de l'innovation et donc du coup on a peut-être un peu plus de place ici pour créer de nouveaux projets qui sont différents de ceux existants du territoire et même un peu plus innovants. Est-ce qu'il y a cet aspect-là qui est rentré en jeu?
Oui, tout à fait. Bon, déjà, du coup, chez Midgard, on développe une plateforme web qui permet d'aider les services d'incendie et de secours à gérer les différents risques naturels. Donc, feux de forêt, inondations. Donc, déjà, on retrouve en Corse tous les risques naturels, ce qui permet de simplifier les tests et de travailler de manière simple avec les différents opérateurs sur le terrain. On a aussi, en effet, je me suis retrouvée, je dirais, moins noyée au milieu des projets que j'aurais pu l'être à Paris, par exemple, où il y a tout un tas de startups, tout un tas de monde, des choses comme ça. Donc, on a un accompagnement beaucoup plus personnalisé qui est très agréable. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie, c'est vraiment un terrain fertile pour l'innovation, je pense, où on a le temps, la place et l'accompagnement pour monter une start-up. Super, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et d'autres personnes, du coup, restent également sur le territoire. Marine, est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ton parcours, même des études? Est-ce que tu les as fait ici? Est-ce qu'à un moment, tu es partie, tu es revenue? Comment ça s'est passé? Non, mais on parle de ça également pour le territoire, parce que bon, on est une île, au bout d'un moment, il y a des problématiques liées à notre terrain qui sont indéniables. Oui. Alors moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours, c'est pour ça que je rigole. J'ai fait 2 ans à Marseille, à Lumini. Je suis rentrée finir ma licence à Corté, où il y a un très très bon enseignement. Il faut le savoir parce qu'on entend souvent, oui, mais tu vas rentrer à Corté, ce sera moins bien que sur le continent. C'est pas vrai. Les profs sont très bien, je peux le témoigner. Et du coup, après, j'ai voulu faire une école d'ingé pour aller peut-être plus loin dans certains domaines. Donc, je suis repartie sur le continent, à Sophia Antipolis. Et là, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. Et ensuite, c'est posé la question de où je vais, qu'est-ce que je fais. Donc là, j'hésitais un peu entre la Suisse, parce que ma mère est originaire de là-bas, la Corse et les offres qui sont forcément plus importantes sur le continent. Et finalement, j'ai eu aucun souci à trouver du travail en Corse. J'avais même plusieurs propositions intéressantes. Et en Suisse aussi, et j'ai décidé de rentrer. Pour plein de raisons personnelles et professionnelles. Et tout s'est bien goupillé. Je suis très contente de l'avoir fait. Est-ce que tu veux nous parler de ton poste, du coup? Alors, j'ai 2 postes. Du coup, chef de service nouvelles technologies au syndicat d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai dû passer un diplôme d'ingénieur territorial. Et donc là, il s'agit de tout ce qui peut toucher le développement du territoire au niveau numérique par rapport au réseau électrique. Voilà, et c'est une collectivité qui est très dynamique, qui nous permet de nous outiller de manière très efficace. Il y a des agents de terrain qui font du géoréférencement. Enfin, c'est vraiment très varié, très intéressant, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et d'ailleurs, sur les agents de terrain, on a des hommes et des femmes. Ok, c'est assez paritaire. Ouais. Maintenant que j'y pense, oui. Mais je pense que ce n'est pas le cas partout, mais chez nous, oui. Donc ça, c'est bien. Et ça se passe très bien. Et à Valichel, donc c'est une clinique spécialisée dans le diabète et la nutrition. C'est une affaire familiale. Et donc là, j'ai pris la relève de mes parents. Et là, pareil, le fait d'avoir des compétences informatiques, ça aide parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes ces cyberattaques, la sécurité des réseaux, le déploiement des outils numériques, le fait d'avoir fait cette formation, ça m'aide à gérer la structure fortement. Voilà. Ok, c'est super. Oui, non, pour essayer de te faire peut-être une transition vers la seconde partie, on voit qu'il y a l'attractivité des métiers. Enfin, tu vois, ce qui je trouve vraiment dommage, et on en revient sur cette faible représentativité des défis dans les métiers de l'informatique, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup, à souvent des niveaux de salaire supérieurs que dans les autres domaines. Et c'est vraiment dommage. On sait que c'est des compétences qui sont attendues par le marché. Il y a des postes, et enfin, je pense qu'il n'y a que la publicité qui peut essayer de faire en sorte qu'on va faire venir plus de monde. Et il ne manque même pas que des femmes. Les métiers de l'informatique recrutent en Corse avec des niveaux de salaire supérieurs que dans les autres domaines en Corse. Et il manque des garçons. S'il peut y avoir encore plus de filles, ça sera encore mieux. Mais c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. Et du coup, la transition vers ton autre partie, c'est comment peut-être un peu faire. Mais c'est vraiment ce problème de communication à l'école primaire, au collège et au lycée, où il faut encourager les garçons et surtout les filles
à tenter ce type d'études-là, parce qu'elles ne sont pas faites que pour les garçons. Et là, on voit autour de la table qu'il y a 2 exemples de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui n'ont pas eu de problème pour trouver du travail, qui sont accompagnées pour créer leur entreprise. Il faut espérer que du coup Anne-Sophie, elle arrive à la parité dans pas longtemps dans son entreprise. Franchement, je l'espère. C'est sûr. On l'espère aussi. Il y a 2 exemples autour de la table, mais du coup, j'ai posé la question à d'autres personnes qui malheureusement n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, et notamment Alexandra Pietri, qui travaille dans une collectivité qui est en charge du développement des applications métiers. Donc, elle a fait une partie de ses études également en Corse. Et du coup, je lui ai demandé comment s'est passé pour elle l'entrée dans le monde du travail et pourquoi est-ce qu'elle a décidé de rester en Corse. Et donc, on va apprendre pour d'autres raisons pourquoi est-ce qu'on reste en Corse. Oui, tout à fait. Mon but, c'était le plus possible de pouvoir rester. Bon, après, si j'avais dû partir, je serais partie. Mais si je pouvais rester, c'est sûr que c'était mon option première. À la base, si je savais que je pouvais rester, j'essayais de rester, même si parce que j'ai toute ma famille qui est là, toute ma vie qui est là, etc. Ça aurait été un petit peu compliqué de partir. Mais bon, s'il n'y avait pas eu le choix, j'aurais pas eu le choix parce que bon, j'avais eu une opportunité, mais finalement, j'en ai eu une autre ici. Payé moindre, certes, mais j'allais faire un peu plus ce que j'aime et un peu plus de liberté sur ma manière de travailler. Puisque à la sortie de mon stage de fin de l'étude de master, on m'a proposé d'être embauchée là où je l'avais fait, donc c'était dans une collectivité, pour faire du développement mobile. Bon, même si au final, le développement mobile, j'en ai fait beaucoup plus tard, mais c'était du coup, au final, très orienté web. Mais j'avais les projets à charge du début à la fin de l'analyse à la conception, que ce soit du site ou de la base de données. Donc c'était très challengeant. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que j'étais pas cantonnée à un seul et même domaine de réalisation. C'est-à-dire que je peux faire pour n'importe quel service de toute la collectivité. Donc c'est assez varié dans les types d'applications que je puisse faire. Voilà, donc ce qu'on peut entendre, c'est aussi qu'un des points qui va nous faire rester, ça va être la famille, ça va peut-être être aussi le cadre de vie qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres villes sur le continent. Donc ce sont des facteurs que les personnes identifient comme étant principales et donc le poussent à rester ici. Ce qui est intéressant aussi, je pense, du fait de rester ici, c'est peut-être qu'il y a moins de personnes que sur le continent et donc lorsqu'on va prendre un poste, on va pouvoir toucher à plus de choses dans l'entreprise parce qu'on nous demande d'être un peu plus polyvalent ici. Ça s'entend souvent que sur le continent ou dans des plus grosses entreprises, même qui sont ici, lorsque l'on a un poste, on est moins amené à développer des compétences annexes que lorsque l'on rentre dans une entreprise où il y a un peu moins de personnes ou un peu moins de personnes en tout cas qualifiées pour certains postes. On va pouvoir développer des compétences dans d'autres domaines ou des compétences autour de notre domaine d'activité, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, comme tu veux. Non, du coup, Alexandra, c'est une ancienne étudiante à nous. Elle avait fait son BTS à Ajaccio, au lycée Laetitia, et après, elle a fait 3 années d'études avec nous. Et c'est rigolo parce que de souvenir, il me semble, c'était la seule fille de la promo. Et elle avait vécu assez bien. Donc, bon, après, on a des petites promos en master, donc c'est assez familial. Elle a pas dit, mais c'est son stage qui s'est passé à l'ACAPA et elle a été recrutée à l'ACAPA aujourd'hui. Donc pour ta question, effectivement, mais je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Tu vois, de souvenirs, on a fait une étude un peu sur la qualité de vie. Ça, c'est une autre partie de mon métier. Du coup, je suis chercheur et avec la fondation de l'université, on a une chaire qui s'appelle Mutation et Innovation Territoriale et on travaille avec une doctorante sur une mesure de qualité de vie en Corse et on a interrogé, alors c'était deux garçons mais qui sont à peu près cadres dans 2 boîtes en informatique et pourquoi ils sont restés et qu'est-ce qu'ils trouvent et ça rejoint un peu ce que dit Alexandra sur le fait que c'est vrai que quand tu restes en Corse, tu vas avoir un métier qui potentiellement va te permettre de t'épanouir peut-être plus
Mais ça dépend de ta personnalité aussi, parce que des fois, tu peux avoir peur et tu peux te sentir compétent que dans un domaine, et dans une grande entreprise où tu vas faire qu'une seule tâche, si tu te sens compétent, c'est rassurant aussi. Et ces deux personnes-là, elles répondaient que finalement, l'écosystème est très important. Enfin, il y a un peu un basculement en termes de générationnel sur son rapport au travail, son rapport à l'entreprise. On ne cherche plus vraiment une entreprise pour toute sa vie. Et du coup, rentrer en Corse, parce que les deux personnes qu'on a interrogées, c'est une personne qui n'a jamais quitté la Corse, c'est une personne qui, elle, était rentrée. Et ces deux personnes-là, c'était en informatique aussi, des formations professionnelles, pardon. Le fait qu'il y ait un écosystème dynamique en Corse, de création de start-up, mais aussi d'entreprises. Il y a des personnes de sagesse dans la salle, on ne va pas leur faire trop de pub, mais il y avait leur journée portes ouvertes. Elle va en faire pour elle-même, je pense, tout à l'heure, donc ça va aller. Il y avait leur journée portes ouvertes mercredi, et donc lorsqu'on a un écosystème dynamique, rentrer en Corse, c'est plus facile. Parce qu'on se dit, si ça se passe pas bien dans l'entreprise qui m'a accueilli, je vais pouvoir rebondir facilement et je ne suis pas enfermé. Et donc, ces aspects de pouvoir rester en Corse après ses études ou revenir en Corse, c'est facilité si on a un écosystème qui est dynamique. Et c'est le cas chez nous. Je pense effectivement que la Corse facilite le réseau. C'est-à-dire qu'on arrive à tisser plus facilement du lien qui nous permet de gérer nos missions, de toucher à d'autres choses, de s'épanouir dans différents domaines. Et le réseau apporte énormément de facilité pour faire avancer les choses. Donc, je pense qu'en Corse, on a la chance de pouvoir accéder à l'humain plus facilement peut-être que sur le continent et de toucher à différents domaines et de pouvoir s'épanouir de manière différente. Je suis d'accord pour tous ces éléments d'écosystème, mais en plus je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas souvent dit sur les métiers de l'informatique, c'est que c'est aussi un métier qui est passionnant en réalité pour attirer les femmes. Je trouve ça intéressant d'en parler. C'est un métier qui est passionnant, qui est challengeant, où on va pouvoir créer des choses innovantes avec pas grand-chose. C'est très gratifiant et je pense que c'est important de mettre ça en avant pour essayer d'attirer les femmes dans ces métiers-là. Alors, j'ai demandé également à Audrey Valette, qui est au CPU à Rinascita à Corte et qui travaille beaucoup sur des projets de valorisation et de représentation des femmes dans les sciences. Et donc, ils ont par exemple un programme Les filles osent les sciences, on y reviendra tout à l'heure. Mais elle me dit que les femmes sont dans les études, on les retrouve dans les études, mais, et je vous laisse écouter. Donc, l'idée de ce projet, c'est déjà d'apporter de la connaissance par rapport au milieu scientifique et notamment aux métiers et à toutes les branches liées aux sciences en général. Et donc, c'est de développer et d'apporter ces connaissances au plus grand nombre. Et le projet, effectivement, est pensé, il s'appelle Les filles oser les sciences, donc il cible dans un premier temps les filles. Car on s'est aperçu que les chiffres, que ce soit bien recensés de l'éducation nationale et après par rapport au marché du travail, on se rend compte qu'il y a que les filles font des sciences, sont douées en sciences, mais qu'on ne les retrouve pas sur le marché du travail. Et donc, on s'est posé la question de pourquoi elles s'orientent moins. Pourquoi on ne les retrouve pas alors qu'il y a quand même une partie de filles et de femmes, des étudiantes également, qui sont qui sont dans ces filières-là et pourquoi on ne les retrouve pas. Et effectivement, quand on traite la question et qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a des idées reçues et des stéréotypes que chacun en soi, en fait. Et aussi bien les femmes et les hommes, et envers eux-mêmes également. Les femmes ont des stéréotypes envers elles-mêmes et les hommes également. Et on se rend compte que leur choix d'orientation, aussi bien en études que professionnelles, sont quand même énormément dirigés par ces idées reçues et par tout cet environnement sociétal autour de ces questions pour les sciences. Eh bien, on range les personnes dans certaines catégories, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les garçons sont faits pour les maths, les filles sont plutôt pour les sciences humaines, les sciences douces. La distinction aussi qu'on fait souvent, qui est assez violente, brutale, c'est sciences dures, sciences molles. Les sciences dures sont pour les garçons, donc les maths, la bio, la physique, ça va être les garçons. Et les sciences molles, la psychologie, la philosophie, la littérature, on va l'associer directement aux filles. Et ça,
dans le quotidien dès le plus jeune âge. C'est-à-dire dans la façon de s'adresser aux jeunes enfants, dans la façon dont les gens s'adressent les uns envers les autres. Comme typiquement, on va pas confier cette tâche à une femme parce que fragile, parce que pas capable, et pareil, on confiera pas, on aura plus de mal à faire confiance à un homme pour certaines tâches s'il s'agit des enfants ou de l'éducation, on sera plus méfiant. Ouais, alors je sais pas, moi je suis pas 100% d'accord, parce que alors après il faudrait redonner le périmètre, je vais dire sciences fondamentales et sciences humaines, pour pas vexer mes collègues des sciences molles justement. Mais quand on parle des sciences fondamentales, c'est vrai que physique, mathématiques et informatique, si on les met dans ce package-là, on retrouve les pourcentages que j'ai cités, où il y a 15% de présence féminine sur ces disciplines. Mais les sciences fondamentales, c'est aussi la chimie, la biochimie et la biologie. Et là, par contre, alors je ne vais pas dire que le pourcentage est inversé, mais je pense que c'est, enfin, j'ai pas vraiment les chiffres, mais la parité, je pense, est respectée, voire il y a plus de présence féminine dans ces domaines-là que que de présence masculine. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont les disciplines qui mènent au métier de la santé et qu'il y a une surreprésentativité des femmes dans ces métiers-là? Je ne sais pas. Je pense que finalement, ce qui est annoncé sur cette dichotomie sciences fondamentales, sciences humaines, c'est presque un stéréotype finalement, parce que c'est pas vraiment le cas. Après, si je reviens pour ma publicité à Sagesse, mercredi, j'ai rencontré une partie de l'équipe technique, j'ai vu que des garçons. Et par contre, l'équipe com et RH, c'était que des filles. Donc, c'est vrai qu'on retrouve ça des fois dans les entreprises où peut-être la discipline attire des fois peut-être plus certaines personnes, quoi. C'est les explications, je trouve, qui sont dures à trouver. Est-ce que c'est l'orientation? Est-ce qu'on dit vraiment les filles sont moins bonnes en maths et sont meilleures en biologie? Je suis pas certain que ce soit des stéréotypes qui soient ancrés dans les personnes. Alors après, du coup, je suis mal placé pour parler, puis moi j'ai 2 garçons. Et il aurait fallu que je puisse voir. Si j'avais une fille, est-ce que je l'aurais encouragée? Mes garçons ne veulent pas faire d'informatique. Donc voilà, je suis très mauvais par contre pour cette partie-là, mais... je pense que c'est vraiment complexe ce problème-là, et peut-être que dans une société très alors j'allais dire driver, mais en français, où vraiment les modèles sont importants, je trouve que c'est ça qui manque peut-être en termes de représentativité féminine. Quand je reviens dans l'histoire, il y avait des femmes qui avaient une place prépondérante en informatique, presque des pionnières de l'informatique. Et donc il y a des modèles sur lesquels on peut se raccrocher à un moment donné pour se dire, ça c'est un métier qui va me donner envie, la créativité, l'inventivité, mais il y a quelque chose qui le représente. Aujourd'hui, les modèles de l'informatique, ils sont surtout américains et c'est que des garçons. Et donc c'est peut-être cette notion de modèle sur laquelle il faudrait travailler, parce que je ne suis pas persuadé que... les stéréotypes, je trouve que c'est une réponse qui est trop facile et qui cache la complexité des disciplines, et également peut-être des problèmes des problèmes ou des représentativités sociales et sociétales, quoi. Je sais qu'elle s'était aussi appuyée sur une étude où en fait il y avait une classe qu'ils avaient scindée en 2 et d'un côté on avait c'était le même exercice sauf qu'il était énoncé de manière différente. D'un côté on disait que c'était de la géométrie, de l'autre côté on disait que c'était du dessin, et en fait là ils se sont rendus compte que c'était hyper stéréotypé, que les filles réussissaient beaucoup plus quand on leur disait que c'était du dessin et à contrario quand on leur disait que c'était de la géométrie. Donc je pense aussi que c'est de l'autocensure, mais je suis d'accord avec toi, c'est de savoir d'où est-ce qu'elle vient, cette autocensure, et c'est ça qui est assez compliqué à identifier, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance du métier, de ces métiers, parce qu'en fait l'informatique c'est très vaste, et je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour les femmes d'accéder au métier de l'informatique. C'est vraiment, je pense, effectivement, au niveau de la formation, que les femmes n'y vont pas. Et donc, forcément, après, on ne les retrouve pas à des niveaux plus tard dans leur carrière. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne se dirigent pas vers ces matières-là? Je pense que d'une part, on ne connaît pas ces métiers. Quand vous allez voir votre conseillère d'orientation, elle ne vous parle pas de programmation.
Voilà. Et c'est pas un reproche que je fais parce qu'elle connaît peut-être pas le métier, mais moi je sais que si je suis arrivée là, c'est parce que ma mère le faisait avant moi. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai connu le métier. Et du coup, est-ce qu'on rend pas le métier assez sexy pour les femmes? Est-ce qu'on n'explique pas que c'est pas quelque chose, il n'y a pas de frein pour les femmes pour accéder à ça. Donc j'ai pas vraiment de réponse sur pourquoi il y a si peu de femmes dans ces métiers, dans ces formations. Mais peut-être que si on en parlait plus, si on avait plus de modèles, plus de gens à qui se référer, savoir que ça fonctionne et que ça fait de belles carrières, peut-être qu'on aurait plus de monde à la base. Je vais venir faire des témoignages à Corté. Non, on en cherche. Hein. Non, si tu peux monter, tu es invité quand tu veux. Mais c'est même en amont. Hein. Pour revenir sur ça, nous, on avait répondu à un programme il y a quelques années qui s'appelait Maths C2+, hein, donc qui était un programme pour sélectionner des lycéens et les faire monter à l'université pour découvrir les sciences. Et ce programme, donc c'était un programme qui, sur le continent, c'était pour des personnes qui avaient peu d'accès aux sciences, donc c'était plutôt public. Périphérie des villes. Nous, en Corse, on avait essayé de faire un peu plutôt de cibler un public féminin, mais même au lycée, déjà, c'était trop tard. Parce qu'au lycée, quasiment, l'orientation, elle est réfléchie. Donc, c'est vraiment primaire et sûrement au collège où il faut aller présenter les métiers de l'informatique. Et tu le dis toi-même, cette histoire de modèle, elle est vraiment importante. Toi, c'est ta mère qui t'a... t'as peut-être pas encouragé directement, mais d'avoir dans ton imaginaire quelqu'un qui fait ça concrétise le métier. Et l'informatique, c'est peut-être qu'on n'est pas encore assez nombreux, mais quand tu construis ton orientation, tu le construis souvent vis-à-vis d'un modèle. C'est pour ça que souvent, les enfants de médecins sont médecins. Enfin, il y a une sorte c'est pas vraiment, enfin oui, c'est une reproduction, mais comme on peut s'appuyer sur un modèle, c'est quelque chose qui va nous pousser à aller vers ça. Et il faut vraiment arriver que les informaticiens on présente mieux le métier. Tu as raison sur les aspects. C'est pas qu'un métier basé sur les mathématiques. On peut très bien s'en sortir en étant nul en maths, même si c'est mieux d'être pas mal. Hein, il faut pas. Mais c'est pas que du développement. Enfin, aujourd'hui, l'informatique, le spectre, il est très large. On a parlé de robotique, on parle d'intelligence artificielle. Alexandra parlait de développement web, de développement mobile. Et il y a des postes de cadre aussi, hein, où on peut faire que du management d'équipe, hein, de chef d'équipe. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers. Il faut promouvoir, je pense, le panel de ces métiers-là pour réussir à attirer plus de public, plus d'étudiantes dans nos filières. Il y a d'autres personnes que j'ai pu interroger qui, comme Laura, qui a 34 ans, qui est développeuse informatique dans une entreprise sur le continent, mais ici, en 100% télétravail, où ça, quand même, depuis le confinement, on voit beaucoup de cas de figure très similaires, soit de personnes du continent, c'est un peu plus rare, mais de personnes du continent de télétravail pour des entreprises corses. Je prends l'exemple de Trendex, qui embauche beaucoup, même à l'international, ou alors l'inverse, de personnes qui souhaitent rester en Corse pour le cadre de vie, pour la famille, pour tout un tas de raisons, mais qui travaillent en full télétravail pour des entreprises sur le continent. Et donc ça pallie un peu le faible salaire, par exemple. Ça nous permet de rester ici. C'est quand même un statut, je trouve, qui est très... qui est nouveau déjà dans la société, et puis en plus qui permet d'ouvrir plus de possibilités, je trouve. Oui, tu as raison. Et je reparlais tout à l'heure, enfin, si on revient sur l'écosystème, l'écosystème et les perspectives qu'il va créer en termes d'émulation, de potentiel d'embauche, ça a un autre aspect, c'est que ça tire les salaires vers le haut. C'est-à-dire quand il y a plusieurs entreprises, normalement, tu dois t'aligner un petit peu sur les salaires les plus élevés. Et cette histoire du full remote ou du télétravail, oblige les entreprises corses, pour garder leur talent, à un peu plus monter les salaires et à s'aligner, alors c'est pas sur des salaires encore parisiens, mais s'aligner sur des salaires de villes plus importantes sur le continent. Et donc ça crée aussi de l'attractivité, même si du coup les entreprises, potentiellement, elles sont un peu moins contentes. Mais pour les personnes qui veulent rester, c'est vraiment des opportunités qui sont importantes. Alors il faut faire attention parce que c'est des tendances de marché. Post-Covid, c'était une tendance de marché très forte, où c'était assez facile de trouver un travail en full remote. Ça a tendance vraiment à diminuer.
parce que les entreprises, maintenant que le marché s'est restabilisé, elles préfèrent avoir leurs employés sous la main. Donc après, il y a des profils qui sont particuliers. Je sais que nous, on a des étudiants. On a un processus de recrutement qui est particulier sur nos 3 années de formation. Et en fait, on a 3 étapes de recrutement. Les étudiants qui ont d'abord fait les études à Corté. Après, on a des étudiants qui viennent d'autres diplômes de l'université, des étudiants qui viennent sur le continent et des étudiants qui viennent de l'étranger. Et ça fait quelques années qu'on observe, justement pour la qualité de vie et cette possibilité de travailler sur le continent en Corse, des étudiants qui sont arrivés que pour faire le master et qui travaillent pour une entreprise sur le continent et qui restent en Corse. Donc il y a ces possibilités qui encore une fois permettent de dynamiser un petit peu notre petit écosystème. Et puis, il y a des personnes qui décident de partir parce que pour le domaine d'activité dans lequel elles évoluent, il y a vraiment 0 possibilité en Corse. Et ça a été le cas de Solène qui nous en a parlé. En fait, déjà, je suis partie à Paris pour mes études. Donc ça, déjà, ça a été quand même un truc en plus, en tout cas, je dirais, de part, déjà, rien que le fait que les événements, il y en a énormément à Paris. Et donc, j'étais un peu à the place to be. Tu vois. C'était vraiment là qu'il fallait être pour rencontrer des gens, pour faire grossir son réseau, etc. Donc oui, Paris, surtout dans les crypto-actifs blockchain, c'est là-bas que ça se passe. Il y a peut-être d'autres domaines où c'est à d'autres endroits, mais dans tous les cas, même dans la culture, dans le cinéma aussi, c'était là-bas que ça se passait. Donc effectivement, j'étais au bon endroit. Et après, pour mon déplacement actuel, parce que là maintenant j'ai fini mes études, maintenant que je suis au Canada, à Montréal, je dirais pas que c'est mieux que la France. Très honnêtement, je vais être très honnête et je vais pas mentir là-dessus. En termes de crypto-actifs, là dans le domaine dans lequel j'étais, la France c'est mieux, pour être honnête. Ouais, c'est beaucoup plus développé, Enfin, c'est vraiment fou la différence qu'il y a. Après, ici, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Donc, tu vois, tu peux prendre vraiment une place assez intéressante pour te dire, ouais, je vais devenir un personnage, entre guillemets, pas important, mais qui va faire changer les choses. Donc ça, c'est intéressant. Mais la France, en termes de crypto-actifs, quand même, on est très, très bien. Et même avec les normes européennes qui commencent à cadrer un peu le marché, c'est quand même très, 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 très intéressant, ouais. Donc c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit d'abord qu'elle est partie à Paris pour faire ses études, et bon, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais elle évolue dans le domaine de la tech, spécifiquement sur les crypto-monnaies, le bitcoin, l'art numérique, etc. Et du coup, ensuite, elle est partie en Amérique du Nord, donc d'abord aux États-Unis, puis au Canada, pour faire son métier. Et elle en parle un peu aussi, mais elle dit que bon, là maintenant au Canada, il y a plus de place, ce qui veut dire aussi qu'à Paris, il y a peut-être plus de concurrence. Est-ce que partir sur le continent, ça reviendrait pas à ça, de se dire, bon, on est confronté peut-être, si on a fait nos études ici, à des personnes qui ont fait leurs études, je sais pas, dans d'autres universités, et avec les stéréotypes qu'on a un peu, tu en parlais tout à l'heure Marine, des études à Corté qui sont moins bien, et donc ce truc de dire je pars pas sur le continent parce que je suis moins bonne ou bon qu'une personne sur le continent, et donc je vais rester ici parce qu'il y aura moins de concurrence. Je pense pas que ce soit un frein. Enfin, après, c'est toujours pareil. Vous allez postuler dans une entreprise. Alors, si le CV ne plaît pas, bon, vous n'aurez aucune chance de vous défendre. Si vous arrivez jusqu'à l'entretien, c'est l'humain qui fait la différence. Donc, si vous expliquez qu'à Corté, vous avez eu tous les outils qu'il vous fallait pour mener à bien la mission. Moi, j'ai passé des entretiens et aujourd'hui, j'en fais passer. Moi, ce qui compte, c'est pas vrai. Le CV compte dans les grandes lignes, mais après, c'est la personne que vous avez en face. Donc, que ce soit sur le continent ou ici, finalement, la formation d'origine, elle impacte peu. C'est les compétences qu'on en tire. Donc, bon, moi, pour le coup, j'ai fait un peu des va-et-vient entre les deux. Mais que les gens voient Corté sur mon CV, ça m'a jamais posé de problème. Et moi, je me suis jamais sentie moins bonne que quelqu'un qui s'est formé sur le continent. Peut-être même au contraire, parce qu'on avait une facilité d'accès aux profs, on pouvait les contacter, ils nous ont épaulés. Moi, quand j'ai voulu partir sur le continent, j'ai eu des lettres de recommandation. Quand j'ai hésité à revenir, j'ai eu des lettres d'encouragement me disant essaye, et puis si ça te plaît pas, tu rentres, on t'accueillera. Enfin,
Je pense qu'au contraire, hein, on est plus choyé, plus accompagné ici. Et donc, finalement, on est mieux formé à la suite. C'est peut-être pas valable pour toutes les formations. C'est des stéréotypes qu'on a, quoi. Oui. Ah oui, mais moi, je les ai rencontrés au moment où j'ai fait ma licence à Corté. On me disait, mais tu es sûr que tu veux rentrer? Tu es sûr que finalement, tu vas apprendre des choses? Enfin, donc oui, on apprend des choses à Corté. Très, très, très bien. Bravo. Hein. Merci. Et toi, Anne-Sophie, du coup, est-ce que tout à l'heure, tu en parlais aussi de te dire, bon, à Paris, il y avait forcément beaucoup plus de concurrence. Est-ce que ça a été pour ça que tu es venue en Corse, mais par contre, tu avais quand même d'autres régions potentiellement dans la France métropolitaine où il y avait les mêmes, la même géographie, enfin, je vais dire des montagnes, des problèmes d'incendie, des problèmes d'inondation. Pourquoi la Corse au final ? C'est un écosystème qui est très intéressant au niveau de la sécurité civile aussi. Ça a quand même historiquement une histoire importante. Après, c'est aussi un écosystème qui est très agréable. Pour parler de l'université de Corté, nous on a quand même embauché 3 alternants. Enfin, on a eu 3 alternants de Corté, qui est toujours aujourd'hui, et 2 personnes qui sont issues de l'université qui travaillent aujourd'hui chez nous à temps plein. Donc c'est aussi, pour nous, une formation qui est vraiment très intéressante et pour laquelle on embauche aujourd'hui chez Milcard. Moi, je trouve le reportage, il est intéressant, mais après, c'est vraiment des parcours de vie des fois. Hein. Ce qu'il faut voir dans la tech, le numérique, c'est que c'est un domaine qui embauche énormément. Donc, c'est vrai qu'à Paris, tu as plus de concurrence, mais il y a aussi plus de postes qui sont ouverts. Et après, tu as des endroits qui font un petit peu rêver. Tu as des endroits aux États-Unis, la Silicon Valley, mais Montréal aussi, c'est aujourd'hui une sorte de plaque tournante en informatique, surtout lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle. Donc, il y a des endroits comme ça. Bon, là, c'était sur les aspects NFT et blockchain. Bon, peut-être que effectivement, New York ou la Californie, c'est vraiment l'endroit où il faudrait être pour rester dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais il faut vraiment pas sous-estimer son parcours. Corté donne les mêmes armes que les autres universités. Alors je suis d'accord, hein, le système français fait qu'on va trouver quelques écoles qui, d'avoir le nom du diplôme sur le CV, va changer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas vraiment les compétences qui ont été développées, mais c'est plutôt l'aura ou le réseau que ça va offrir. Aujourd'hui, dans le numérique, il y a beaucoup d'autodidactes. Et la plupart des entreprises, elles n'embauchent pas sur un CV, elles vont embaucher sur ou l'entretien ou un test technique. Parce que on cherche plutôt des compétences que des lignes sur le CV. Donc, il ne faut vraiment pas douter de soi. Et c'est encore une fois, hein, en ça que c'est vraiment important de promouvoir ces métiers-là. Et je vais le redire plusieurs fois, mais ça embauche beaucoup. Nous, notre master, on est quasiment à 100% d'insertion professionnelle. Donc, que ce soit en France, sur le continent ou à l'étranger. Mais après, c'est des choix de parcours de vie. Hein. Quelqu'un qui veut beaucoup gagner d'argent, aujourd'hui, effectivement, il va plutôt aller au Luxembourg, à Dubaï, parce que c'est des endroits qui embauchent aussi des informaticiens. On va rester plus en Corse pour la qualité de vie, mais on a des personnes qui travaillent en remote d'Indonésie. Il y a vraiment, c'est après vraiment un choix personnel. Il faut juste savoir que ça embauche et que ça embauche avec des salaires qui sont même pour la Corse, qui sont d'un bon niveau. On va parler justement des opportunités et des freins dans la deuxième partie. Donc, c'est le moment pour moi de vous dire merci beaucoup pour votre partage et pour toutes ces informations que vous avez bien voulu communiquer et votre temps. Deuxième partie, nous accueillons du coup Evelyne Vittor. Et pour cette transition, nous allons écouter Tamia Mori, qui est à la CAPA et à la ville, qui se présente et qui nous parle de son défi et de ses inspirations. Vous allez voir. Bonjour, je suis Tamia Mori. Je suis ingénieure et passionnée de numérique avec une expérience de 17 ans dans le domaine. Donc moi, j'ai fait des études qui allaient vers le numérique. Donc j'ai d'abord fait prépa, maths sup, maths spé, ensuite une école d'ingénieur dans le numérique à Paris. Ensuite, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil et en banque, toujours dans le numérique. Et maintenant, à la CAPA et à la ville d'Ajaccio, en tant que chef du service aménagement numérique depuis 3 ans.
et évoluer dans un secteur où les femmes sont sous-représentées, ça a été à la fois un défi et une inspiration pour moi. Voilà, donc c'est très intéressant ce que nous dit Tamia et je pense que ça participe justement aux opportunités que l'on peut identifier. C'est quand on se bride pas, on est à la fois pour nous une inspiration et un défi. Donc je trouvais ces paroles très encourageantes. Du coup, nous accueillons Evelyne Vittori. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Oui, volontiers. Bonjour à tous. Je suis maître de conférence en informatique à l'Université de Corté. Donc, je suis donc une collègue de Pôle-Antoine et je suis également responsable du département mathématiques informatique de l'université. Super, donc dans cette partie, nous allons parler de l'évolution avec le territoire. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de profils de femmes? Alors, pourquoi on aurait besoin spécifiquement de profils de femmes? Parce que les femmes manquent dans le numérique. Donc, c'est vrai que ça permettrait d'équilibrer, peut-être. Mais je pense que, comme l'a dit Paul-Antoine, on a besoin de ressources dans le numérique. Donc c'est un domaine qui a énormément de besoins, qui se développe. Donc est-ce qu'on a besoin spécifiquement de femmes? C'est difficile à dire quand même. Du coup, d'avoir plus de femmes, ça permettrait d'augmenter nos équipes, en fait. Ça permettrait peut-être aussi, comme le disait Paul-Antoine, d'avoir un effet sur la création de modèles qui donnent envie aux jeunes filles de se diriger vers des études d'informatique. Parce que effectivement, je pense que c'est pas au niveau de l'université que ça se joue au niveau du lycée. Pourquoi les jeunes filles ne se dirigent pas vers des études d'informatique? Est-ce qu'on voit aussi quand on change de carrière au bout d'un moment, des transitions professionnelles ou des reconversions. Des reconversions, merci. Oui, alors, c'est vrai que nous, l'université, on n'a pas trop ce genre de profil. Mais effectivement, l'informatique, c'est un domaine, au niveau de la formation continue, mais plutôt dans les organismes de formation, où on trouve beaucoup de gens en reconversion, notamment après des périodes de chômage, etc. C'est un domaine où on retrouve ça. Mais nous, à l'université, on n'est pas trop concernés. Non, et là, j'essaie de réfléchir. Ouais, pardon, c'est Evelyne, surtout de la formation initiale que l'on fait. ouais. Donc, En formation continue, elle n'est pas énormément développée. Et après des reconversions, on a eu une étudiante qui avait fait des études de biologie et qui nous a rejoint en 3e année d'informatique. Donc elle était très, du coup, ce que je disais tout à l'heure, au début très attirée sur les aspects les aspects sciences fondamentales, mais plutôt sur l'aspect corps humain. Et elle nous a rejoint en L3 informatique. Elle a fait tout son parcours avec nous en informatique. Et voilà, tout s'est bien passé. Et maintenant, elle travaille chez Jellismack, si je me souviens bien. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas... si on pose les choses sur la table, il n'y a pas vraiment besoin de plus de femmes juste pour que ce soit plus de femmes. Il y a déjà besoin de plus de personnes. Donc, tout profil confondu. Et ça serait dommage, dans un domaine qui embauche beaucoup, de se priver d'une partie de la population. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et je pense que on va revenir un peu sur les mêmes sujets. C'est vraiment un problème de communication. Il faut plus parler de ces métiers-là, plus mettre en avant les personnes qui ont des parcours... et peut-être des parcours intéressants et plus en avant les femmes qui ont fait ces parcours intéressants. Oui, donc en fait, les opportunités, ça aide vraiment au niveau de la prise de poste parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc il y a forcément un secteur d'activité qui embauche beaucoup. J'ai demandé du coup à Alexandra si le fait d'avoir été une femme dans ses études et ensuite dans la recherche de son travail, si ça a été à un moment donné une opportunité, et voici sa réponse. À ce niveau-là, moi, j'ai jamais eu de soucis j'ai pas eu plus d'opportunités parce que je suis une femme que par rapport à un homme. En revanche, plus jeune, quand je disais que je voulais être développeur informatique, et effectivement, il y avait déjà des préjugés sur le métier en lui-même, où on me disait ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vas finir chez toi énorme à bouffer des chips.
Ça fait toujours plaisir de se prendre ce genre de réflexion. Euh, Après, dans le milieu scolaire, bah, forcément, on était très peu de femmes, hein. Si on était 3 sur une classe de 30, c'était beau. Après, au BTS et en licence, on était une vingtaine et en général, on n'était que 2. Mais en soi, moi, ça m'a jamais bloqué ni fait peur. Au contraire, même, je dirais que ça me motivait plus. Bon, après, oui, de temps en temps, on se prenait des blagues un peu sexistes, mais c'était jamais bien méchant. C'est ça, oui, j'avais eu, mais plus par mes camarades que par les enseignants ou ma famille, quoi. Mes familles, eux, ils étaient complètement de mon côté et euh, ils m'ont jamais bloqué sur ça. Ils m'ont toujours dit, bah, si tu veux faire ça, tu fais ça, hein. Et donc Alexandra m'a même dit dans un autre extrait que c'est à partir de la fac en fait où ça a vraiment coulé de source. Elle a eu peut-être un peu de préjugés avant d'entamer ses études à l'université sur le fait qu'elle était une femme et qu'elle allait se lancer dans un domaine un peu tech, mais sinon arrivée à la fac, elle a plus jamais eu t'es une femme, pourquoi t'es là? Ça a vraiment pas du tout été ça. Du coup, ça fait peut-être même un peu partie de la personnalité, comme tu le disais tout à l'heure, Paul-Antoine. Elle, ça l'a même plus motivée de voir qu'il y avait peu de femmes. Ça l'a motivée à encore plus se donner dans ses études, à ensuite chercher un travail sur le territoire. Voilà. Et du coup, pour faire un peu la transition, on a vu pas mal d'opportunités du coup qu'il y avait à se lancer en général dans la tech et dans des métiers un peu techniques parce qu'il y a beaucoup de débouchés professionnels. Est-ce qu'on ne verrait pas maintenant un peu les freins, d'essayer de les identifier, de dire pourquoi est-ce que du coup il y a moins de femmes ou il manque encore un peu de main-d'œuvre? Oui, alors, je pense que ça se joue, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du lycée, parce que l'informatique, au niveau de l'enseignement, c'est pas du tout valorisé. En fait, il existe un CAPES informatique uniquement depuis 4 ans. Donc l'informatique, c'était un peu comme une matière annexe au lycée, qui était même au niveau scientifique par rapport aux mathématiques, à la physique. Donc les profs, d'une manière générale, n'encourageaient pas les élèves à faire de l'informatique. On peut espérer que ça va changer avec le fait que l'informatique devienne une véritable discipline. Mais donc ça a dû être un frein. Pour les filles, donc là un peu pour tous les genres, mais pour les filles encore plus. Et puis, je pense, moi j'ai fait mes études il y a bien longtemps, donc je suis la plus âgée d'entre vous, donc c'était dans les années 90, et je me suis engagée dans l'informatique à une époque où c'était nouveau. Donc en fait, il n'y avait pas, j'avais pas d'idée préconçue sur le métier, c'était un peu, et je rejoins un peu l'idée qu'évoquait Alexandra en disant que le fait de se lancer dans quelque chose où il n'y avait pas beaucoup de femmes, forcément, c'était un peu un aspect, puis d'être pionnière, donc c'était motivant. Mais je pense qu'après, aujourd'hui, ce qui est un frein, c'est un peu l'image qu'on a des geeks, justement, liés aussi aux jeux vidéo. L'informaticien, on le caricature un peu comme un fan de jeux vidéo. C'est pour ça que donc, les jeux vidéo, il y a quand même beaucoup plus de garçons. Et on associe ça, mais si par exemple on peut se dire, moi j'aime pas trop les jeux vidéo, je suis pas fait pour l'informatique. Moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo et j'adore l'informatique. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que le jeu vidéo peut être une porte d'entrée, incontestablement. C'est vrai que nous-mêmes, vis-à-vis de nos étudiants, quand on fait des projets de programmation, on leur fait programmer des jeux parce qu'on sait que c'est des choses qui les accrochent, surtout les garçons. Mais ça peut jouer en sens inverse, c'est-à-dire que les filles voient, voilà, faire de l'informatique, c'est jouer aux jeux vidéo. Donc ça, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un stéréotype qui s'est créé, qui n'existait pas à mon époque et qui peut être un frein pour les filles. C'est de la méconnaissance sur ces métiers-là, Paul-Antoine. Oui, je pense que c'est la méconnaissance. Là, c'est pour le coup vraiment un stéréotype à déconstruire, parce que bon, on l'a vu, on le voit aujourd'hui, les profils, ils sont très variés. Et c'est quelque chose qui est aussi important à promouvoir, hein, le fait que
Un informaticien, c'est pas quelqu'un qui mange des chips devant un ordinateur tout seul. Ou des sushis, et qui a une cagoule, qui est pirate. Enfin, il y a vraiment ces stéréotypes ou du hacker avec sa capuche, ou du geek avec son bol de chips devant son jeu vidéo H24. Donc ça, c'est vraiment des choses à déconstruire pour dire que c'est pas parce que tu es informaticien que tu vas travailler derrière un ordinateur que tu es coupé des relations sociales. Un chef de projet en informatique, il va gérer toute son équipe et donc il est au contact de plusieurs personnes. Il y a des métiers comme peut le faire Marine, où il faut passer des marchés, donc on travaille avec des sous-traitants. Donc il y a vraiment tout un panel de métiers très très large en informatique. Et je pense qu'il faut aussi les présenter. Moi, je reviens à cette histoire de modèle. Quand tu construis ton orientation, si on interroge des petits au primaire, il y en a beaucoup qui veulent être professeurs des écoles. Parce que finalement, ou faire le métier de leurs parents. Parce que qu'est-ce qu'ils ont eu comme modèle ? Les professeurs des écoles et les métiers des parents. Après, au collège, ça commence à ouvrir un petit peu plus. Bon, ils sont un peu plus curieux aussi, mais on se construit beaucoup vis-à-vis de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît. Et peut-être que c'est les médias. Je pense que nous, on réalise ces podcasts avec toi, c'est notre motivation aussi. C'est faire découvrir d'autres métiers, communiquer sur ces métiers-là. Et c'est comme ça, je pense qu'on pourra arriver à casser un peu ces stéréotypes, justement, et à essayer d'attirer plus de monde. Oui, je pense aussi qu'il faut donner l'occasion de découvrir, parce que c'est vrai aussi que, comme le disait Paul-Antoine, si on n'est pas dans un milieu où il y a de l'informatique, on ne connaît pas, et donc on ne sait pas ce que c'est que programmer. Et en fait, c'est vraiment l'informatique, c'est vraiment quelque chose, il faut le toucher du doigt pour y prendre goût. C'est un peu comme la musique. On peut pas. Il faut. Quand on programme, c'est quelque chose qui accroche, quoi, et qui fait que c'est très ludique et qu'on a envie de continuer. Donc ça, c'est donner des occasions d'expérimenter aussi. Peut-être même faire aller dans les entreprises pour voir comment ça se passe, etc. On fait beaucoup maintenant de passerelles entre écoles, entreprises. Est-ce que ça peut être un moyen de favoriser justement la connaissance de ces métiers pour leur dire, le stéréotype de la personne qui bouffe des chips dans son canapé, qui a une capuche ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Venez voir les vraies personnes qui travaillent dans ces domaines d'activité-là. Oui, je pense que ça fait partie. Après, il faudrait regarder quand il y a les journées d'orientation dans les collèges. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous vous rappelez. Vous avez donc les enseignants qui vont présenter leur métier, mais vous avez l'armée, c'est toujours à peu près les mêmes métiers. Il y a peu d'entreprises. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des informaticiens qui sont invités pour présenter leur métier. Ce que dit Evelyne est important aussi, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Anne-Sophie. Il y a la notion de créativité aussi. Écrire un algorithme, c'est réfléchir à un problème de manière particulière, c'est être inventif pour résoudre un problème. L'informatique, c'est vraiment beaucoup de choses, et on est en capacité de partir de rien et de créer quelque chose, de créer une application, de créer une entreprise qui va se baser sur juste son application aujourd'hui. Donc c'est vraiment beaucoup d'opportunités, avec beaucoup d'opportunités. Je vais m'arrêter là. Nous avons une question, peut-être une remarque. Présente-toi. Donc, bonjour, je suis Alexia Chiaverine, je suis responsable de la communication dans l'association EMAO, et je venais pour enrichir vos propos, justement, pas pour apporter de la contradiction. Nous, dans le cadre de nos actions, on organise les journées d'immersion des métiers du numérique, où d'ailleurs Audrey intervient de temps à autre quand on présente le métier de community manager. Et généralement, déjà, en plus, on voit beaucoup de femmes qui s'inscrivent à ces journées, donc on limite exprès pour que ce soit bien immersif et individuel. Et je pense que sur un taux de remplissage d'une session de 3 jours, on est à 70%, voire 80% de femmes. Et ce qui en ressort à chaque fois, à chaque fin de journée, c'est la méconnaissance du métier. C'est des gens qui ont déjà fait un pas pour découvrir le métier, mais qui ne se rendent pas compte de la dimension, et d'autant plus de community manager. C'est un peu les nouveaux métiers, donc qui ne sont pas très bien compris par tout un pan de population. Et c'est vraiment l'immersion et vraiment toucher du doigt ce que vous disiez tout à l'heure, pour comprendre le métier, ses contours, ses enjeux, et que c'est un vrai métier. C'est encore autre chose. Mais je pense que pour tous les métiers, c'est possible, et c'est
plus qu'indispensable, et d'autant plus dans les métiers très techniques et ces nouveaux métiers, et encore plus développeurs, codeurs, tout ça. Vous faites également des initiations, des journées immersion sur le métier de développeur. Et là, pareil, il y a plus de femmes, il y a 80% de femmes, ou c'est quoi le taux de remplissage? Alors, pour faire la comparaison, où on a fait justement dans cette session de 3 jours graphiste, community manager et développeur web, les 2 premiers étant graphiste et community manager, il y avait vraiment beaucoup de femmes. Et développeurs, il y avait quand même des femmes, mais on voit que la part masculine augmente vers ces métiers, on va dire un peu plus techniques et concrets. Oui, je pourrais rajouter quelque chose. Quand on parle de technique, l'informatique, certes, il y a des compétences à acquérir pour développer du code, mais c'est pas purement technique du tout, comme le disait Paul-Antoine. On pourrait plus le qualifier de scientifique, et il y a une dimension créative. Le fait qu'il faut réfléchir. En fait, c'est pas simplement des trucs et astuces pour manipuler un ordinateur. Il faut réfléchir, structurer son esprit. Donc, il y a une dimension créative et aussi une dimension relation humaine. Parce que, en fait, faire de l'informatique, c'est pas être toute sa vie derrière un ordinateur à faire du code. On va évoluer, manager des équipes. Donc, il y a un aspect qualité humaine et qualité managériale qui peuvent être, etc. Mais même quand on fait un projet en informatique, on est amené à discuter avec des clients, à percevoir leurs besoins. Donc il y a une dimension qui est vraiment pas restreinte à savoir taper sur des touches. C'est une vision de l'informatique aussi qui est amenée par... dans la vie quotidienne, quand on manipule un ordinateur, tout le monde manipule un ordinateur, et des fois ça marche pas et tout, ça énerve, et tout le monde voit l'informatique comme c'est trouver les astuces pour que ça marche. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement dépanner un ordinateur qui marche pas. Ça résonne, c'est vraiment la philosophie des Mao, c'est vraiment replacer l'humain au centre des pratiques numériques parce que c'est pour l'homme et par l'homme. Merci beaucoup pour tous vos échanges. Nouvel extrait d'Audrey Valette, toujours du CPIE Arina Chita, qui nous parle d'autocensure. Mais ce qui ressort des différentes études, c'est que ces femmes, donc, certes, pas en très grand nombre, mais il y a quand même un pourcentage de femmes qui font des études longues dans des sciences aussi bien de la physique, de la biologie, des filières des mathématiques, les filières qu'on dit sciences dures, et ces femmes sont présentes. On se rend compte qu'elles ne sont pas sur le marché du travail. Et ce qui ressort de leur témoignage, en grande partie, donc il y a un manque de confiance en soi assez impressionnant, où elles ne se font pas confiance à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont fait les études pro, mais typiquement, par exemple, à compétences égales sur un CV où il va être demandé à minimum 7 compétences, mais un homme postulera à partir du moment où il coche 2 compétences, alors qu'une femme, si elle n'en a pas au minimum 5 sur sur la même offre d'embauche, ne postulera pas. Elles ne se font pas confiance et ne se laissent pas aussi le test de prendre ces métiers à haute responsabilité, parce que donc plus les études, plus le niveau d'études est élevé, plus les responsabilités vont avec pour des postes de cadre ou des postes dans la recherche. Eh bien, elles ne se laissent pas la chance de pouvoir prendre ces postes et d'avoir donc les responsabilités de ces postes-là et de leur vie privée. C'est-à-dire que elles se freinent d'elles-mêmes dans le sens où elles ont envie d'avoir une vie aussi à côté, pas uniquement une carrière, mais avoir une vie privée, une vie professionnelle, et elles se bloquent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que elles s'empêchent, elles ne s'autorisent pas à tester, de voir tout simplement d'essayer de se tester, de pouvoir faire leur carrière professionnelle et d'avoir leur vie privée à côté. Alors qu'un homme se posera beaucoup moins ces questions-là. Vis-à-vis de, s'il a fait des études supérieures dans un certain domaine, il postulera dans ce domaine-là. Il va pas se dire, non, beaucoup moins, en tout cas. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Du coup, je regardais en même temps Natacha Garcia qui est RH chez Zindoc et qui m'a dit c'est très vrai. les compétences, il faut attendre qu'elles cochent beaucoup de compétences sur ce qui est demandé pour au final, on en reparlera tout à l'heure et de ce que vous mettez en place aussi pour recruter différents profils même sur différents postes. Est-ce que vous voyez quand même une évolution Au niveau des femmes? Au niveau des femmes, au niveau de la connaissance de ces nouveaux métiers, est-ce que l'évolution, comme on parlait, c'est au niveau des stéréotypes ou pas forcément? Il y a peut-être plus de filières maintenant qui se créent. Il y a de nouveaux profils. Vous voyez peut-être de nouveaux profils? De nouveaux profils, pas spécialement. C'est pour rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau des filles, on remarque quand même, moi je suis amenée très souvent à conseiller aux étudiantes de postuler, même si elles ont beaucoup plus peur, ou tout au moins elles expriment plus peur que les garçons de postuler à des offres où il y a des compétences, elles se sentent... ça c'est un peu général et c'est vrai que je l'ai constaté auprès des étudiantes. Ouais, sur ta question sur les profils, non. Hein. Je pense que le pourcentage de filles dans la filière, il est constant. Et les profils sont des profils comme Alexandra. Donc c'est des profils qu'on observe tout le temps. Moi, je n'observe pas un changement, notamment de confiance en soi, sur les profils féminins par rapport aux profils masculins. Donc non, je pense que c'est vous auto-bridez, quoi. Tu parles d'évolution sur combien de temps ça a été constant, la présence de femmes? Depuis combien de temps vous identifiez ça? Non, moi je suis responsable des filières depuis presque 10 ans et c'est les chiffres, je pense, sur la dizaine d'années qui même sont à peu 20 près. ans, oui, à peu près. Oui, parce que moi j'étais responsable avant Paul-Antoine. Et quand j'ai regardé, on est à peu près dans les chiffres nationaux, donc c'est une fille pour 10 garçons. Voilà. Après, c'est des moyennes, hein. Il y a des années où il n'y en a pas eu. Il y a des années où là, cette année, on en a un petit peu plus. Là, on est presque à 20%. Mais en moyenne, je pense que on a bien 10% de filles. Et après, sur ce qu'elles deviennent, ben, tu vois, on en a parlé pour composer ta table ronde aujourd'hui. J'en ai contacté plusieurs et elles m'ont dit non, quoi, j'ai pas envie de me mettre en avant. Alors que on a plusieurs étudiantes qui ont des très belles carrières, qui étaient vraiment des super étudiantes et en fait, elles n'ont pas envie de se mettre en avant. C'est vraiment le doute de se dire mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres? C'est vrai que peut-être qu'un garçon ne se posera pas du tout la question. Oui, ça c'est assez féminin quand même. Sans tomber dans les stéréotypes, hein, du coup. Une évolution de profil aussi. Tout à l'heure, tu disais sur le continent, ce truc de C2, je sais pas quoi là. Maths C2+. Voilà. Que sur le continent, l'expérimentation, c'était plus sur les périphéries de villes et peut-être des quartiers prioritaires. Est-ce que dans l'évolution des profils, on voit des personnes issues de milieux, entre guillemets, défavorisés, de quartiers prioritaires de la ville qui intègrent ce monde de l'informatique Alors, pour le coup, si on élargit sur tous nos étudiants, je pense qu'il y a une mixité importante en termes de catégories sociales. Et ça, je pense qu'on l'a toujours vu. Parce qu'il n'y a pas... l'informatique, peut-être que la première porte d'entrée pour les garçons, effectivement, c'est les jeux vidéo. Et du coup, les jeux vidéo, c'est devenu un domaine de masse de la société. Donc là, tout le monde y a joué. Enfin, en termes de représentativité de tous nos étudiants sur les différentes classes sociales, on doit tout avoir, en termes de parents, tout. Hein. Donc là, pour le coup, c'est assez représentatif, je pense. Ouais. Et Mao, est-ce que vous avez vu une évolution je ne sais pas si toi, du coup, tu as pu le constater, mais est-ce que tu as un panel assez diversifié lors des journées d'immersion que vous organisez à travers le territoire en plus, c'est ça? Alors là, nos journées d'immersion ces derniers temps, c'est vrai qu'elles sont... Je ne sais pas pourquoi, on n'a rien changé dans notre méthode, mais elles sont plus attractives pour les profils en reconversion ou les gens au chômage. Mais au niveau de la formation initiale, c'est vrai qu'on ne voit pas trop ces étudiants-là, bien qu'on essaye de caler nos journées pendant les vœux de Parcoursup. Mais généralement, les lycéens ont leurs idées arrêtées et bon,
On n'arrive pas à les capter comme ça, mais c'est vrai qu'on arrive sur des gens plus âgés et d'horizons plus divers. Oui, moins peut-être de lycéens, alors que ça serait plus à ce stade des études où il faudrait tester, voir si ça nous convient, sortir Exactement. des Ce stéréotypes, serait des plus métiers. notre cible initiale, on va dire. Et au final, Même si, c'est en reconversion plutôt, oui. vous. Plutôt des profils en reconversion, oui. Et ensuite, est-ce que vous avez des retours de personnes qui peut-être se relancent dans des études ou sont autodidactes et vont essayer d'intégrer certaines entreprises dans les métiers qu'ils ont vus chez vous? Est-ce que vous n'avez pas forcément de retour? Alors, on n'a pas forcément de retour parce qu'on n'arrive pas justement à calibrer cette visibilité à plus 3 mois, plus 6 mois, plus 1 an. Mais généralement, les profils auto-entrepreneurs, généralement, ils sont en reconversion pour se tourner vers l'entrepreneuriat. Et je sais qu'ils suivent et qu'ils se dirigent vers la personne qui animait la formation pour le prendre en tant que prestataire, par exemple, où cette personne devient un peu référent du métier et reste un peu un mentor, on va dire, dans ce domaine-là. Peut-être que je pourrais rajouter, tout à l'heure, on a parlé de reconversion. C'est vrai que nous, on n'a pas des adultes dans le monde du travail en reconversion, mais c'est vrai que pour l'Antoine, parler de cette étudiante, on a des reconversions d'étudiants. On a beaucoup d'étudiants qui ont des parcours aujourd'hui. D'ailleurs, l'université favorise ça. Ils commencent à faire 1 an de droit, puis bifurquent vers autre chose. Et donc là, oui, on en a eu. Il n'y a pas eu que cette étudiante. On en a eu d'autres qui venaient, qui ont fait une L1, L2, d'autres choses et qui venaient en L3 en informatique. C'est vrai, beaucoup de bio. Mais En éco, je crois. Aussi, même en éco, oui. Économie. En fait, l'informatique, c'est vrai on l'associe beaucoup aux mathématiques et c'est vrai qu'à haut niveau, c'est le cas. Mais finalement, comme le disait Evelyne, c'est une sorte de logique de résolution de problèmes. Et cette logique, c'est juste parce que c'est dans l'actualité, mais j'ai croisé 2 personnes de chez Sagesse qui ont fait de la reconversion, qui venaient de la cuisine. Non, mais c'est 2 anciens cuisiniers qui maintenant sont informaticiens. Et en fait, il y a un lien, parce que la cuisine, on suit une logique et suivre une recette, et la recette en informatique, ça s'appelle un algorithme. Donc c'est vrai, donc on voit que c'est des reconversions qui sont réussies. Et donc en fait, c'est vraiment cette notion où si on a une sorte d'esprit un peu logique, on peut faire de l'informatique, même à haut niveau. Justement, là, ça n'a pas été entendu, mais une des personnes, elle est responsable d'équipe. Et je pense que ça, c'est vraiment nécessaire de le souligner. Il y a un diplôme, comme pour tout domaine d'activité, mais il y a aussi des compétences et des hommes derrière. Et ça, c'est vraiment le plus important. Les mathématiques, c'est vrai que c'est important en informatique dans certains domaines. Si on veut faire de l'intelligence artificielle, après le master ou même continuer en doctorat, c'est nécessaire. Mais en revanche, pour faire de la programmation web, de la programmation mobile, il n'y a pas du tout besoin. Même si au lycée, on n'est pas fort en maths, on peut très bien faire de l'informatique. Et toutes les filières ne nécessitent pas de l'informatique. Des mathématiques, je veux dire. Solène aussi, que j'ai interrogée, est complètement autodidacte dans son domaine. Elle s'est formée durant le confinement, de ce qu'elle m'expliquait. Elle a rencontré la tech durant le confinement. Et alors, je lui ai demandé pour les stéréotypes aussi. Et elle m'a dit des choses très intéressantes. Et ça fait partie de l'évolution, vous allez comprendre. Alors, je vais être, je pense, une des seules dans la tech à te dire que moi, tout s'est très, très bien passé, pour être très honnête. En fait, je pense que ça s'est très bien passé, déjà parce que chez Trendex, ça a été fabuleux. Enfin, je veux dire, je sois une femme ou pas. D'ailleurs, je pense que j'étais la seule, d'ailleurs. Il y avait que des gars. Ouais. Donc, mais ça s'est super bien passé, j'ai eu aucun problème. Et tu sais, en fait, bon, après, c'était effectivement un peu, tu sais, moi, je suis en marketing, donc je suis un peu le stéréotype de la meuf en marketing dans la tech, évidemment, mais et tous les autres étaient des techs, donc des devs et tout ça, donc c'était des mecs. Donc là, effectivement, c'était un peu dans les cases, mais en même temps, je suis dans le marketing, donc je vais pas faire autre chose. Et non, ce que je veux dire, dans le domaine de la blockchain et des cryptoactifs, j'ai jamais eu de problème parce que comme je suis à mon compte, même sur les réseaux sociaux, je pense que ma communauté est juste folle, juste incroyable. Donc, j'ai jamais vraiment eu, j'ai dû avoir un message, mais c'est un gars, c'est même pas de ma commu. Enfin, tu sais, j'ai jamais eu de message de drague, de trucs de, tu sais,
je suis là parce que je raconte des trucs qui éventuellement intéressent les gens et pas parce que enfin, ouais, pas parce que je drague sur les réseaux sociaux, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai jamais, vraiment, honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Et pourtant, j'en ai fait aussi beaucoup des événements où, honnêtement, j'étais pas loin d'être pas loin la seule femme dans les journalistes, etc. Mais non, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de choses déplacées, jamais eu. Après, comme c'est un nouvel écosystème, une nouvelle industrie. Je me dis que peut-être que les codes ont changé. C'est un peu différent parce que j'étais pas dans des grandes entreprises où tu sais, il peut y avoir une grosse hiérarchie, etc., où il peut y avoir peut-être des problèmes. Mais moi, dans mon domaine où j'étais entrepreneuse, journaliste, etc., il y avait vraiment pas du tout de. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Après, je connais des filles où c'est arrivé, mais enfin, où c'est arrivé peut-être des messages déplacés, etc. Mais moi, mon expérience a fait que pour moi, tout va bien, quoi, à ce niveau-là. Disons que moi, quand j'ai commencé, il y avait très, très, très peu de femmes. Vraiment très peu. Bah, du coup, dans les créatrices de contenu, parce que c'était quand même les gens avec qui je restais plus. Et aussi, au niveau de tous les entrepreneurs, c'était des entrepreneurs. C'était pas des entrepreneuses. Donc, oui, non, honnêtement, il y en avait pas beaucoup. Mais attends, c'était quand? C'était il y a 4 ans, peut-être, à peu près, 3 ans, 3 4 ans. Il n'y en avait pas beaucoup, mais là, franchement, la tendance, alors je ne veux pas dire que la tendance enfin, va dans le sens des femmes, mais en tout cas, il y en a beaucoup plus et oui, les filles se montrent beaucoup plus sur ce sujet-là, en tout cas. Mais les entrepreneuses dans le domaine, il n'y en a pas tant que ça, mais ça existe. Il y a quand même des grosses représentantes dans notre domaine. Je pourrais en citer plusieurs, mais de toute façon, elles sont connues que dans l'industrie, donc c'est pas forcément utile. Mais oui, on a quand même des grosses représentantes et c'est important d'avoir des représentations féminines à des postes importants pour se dire, OK, ça existe, c'est possible, let's go, on y va, tu vois. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'elle me disait, c'était aussi que c'était peut-être en fonction du domaine dans lequel on rentre. Et elle est rentrée dans le domaine de Bitcoin, de la crypto-monnaie, et que c'est nouveau. Donc, en fait, il n'y a pas ce passé un peu historique avec tous les stéréotypes. Et donc, vu que c'est très récent, c'est très safe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait partie de l'évolution de lorsqu'il y a un nouveau domaine, bon, ben là, c'est très égalitaire de ce qu'elle nous dit. Paritaire en termes de genre. Alors pour le coup, peu d'expérience à part ce que je pourrais suivre sur les réseaux sociaux. Paritaire, je pense, après le monde des influenceurs, influenceuses, il me semble qu'il était déjà mis au féminin au départ. Hein. Il y a eu plus d'influenceuses, je pense, que d'influenceurs. Et donc, après, paritaire, je sais pas trop que ça se passe bien. Je suis content d'entendre ce vocal-là, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les grosses influenceuses, ça me fait penser un peu aux jeux vidéo. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a dit les jeux vidéo, c'est surtout masculin. Aujourd'hui, il y a une tendance où il y a de grosses gameuses pro qui ont des milliers de followers. Sur ces milliers de followers, je ne sais pas combien il y a d'harceleurs aussi. Donc, c'est un nouveau marché, le l'e-gaming, très porteur, beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est paritaire, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a une bonne représentation féminine. Pour le coup, elles ne sont pas épargnées. Tu voudrais dire que quand elles s'exposent, en fait, c'est ça, c'est plus dangereux. Peut-être, oui. Enfin, je sais que alors encore une fois, c'est pas du vécu, c'est quand tu les suis, quand tu les entends. Mais une gameuse pro, elle va porter un t-shirt avec un décolleté, elle va avoir je sais pas combien de commentaires qui sont limite du harcèlement. Alors qu'un gamer pro, il peut s'habiller comme il veut, s'il est torse nu, personne ne va lui dire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le cyberharcèlement dont on entend de plus en plus parler. Le cyberharcèlement qui va avec ces métiers d'exposition. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a tout de même une représentation féminine plus importante. Alors, est-ce que c'est ce que tu dis, c'est de nouveaux métiers, donc c'est plus paritaire, il y a plus d'opportunités, donc une représentation un peu plus mixte. Peut-être que la création de l'informatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y avait à peu près 40% entre 30 et 40% de femmes au départ, c'était plus paritaire, et puis il y a eu l'évolution à changer les choses. Là, je sais pas trop. Là, je peux juste être content que l'expérience soit très positive.
Nous allons passer à notre dernière partie où nous allons parler des actions mises en place sur le territoire, du coup où nous allons accueillir Natacha Garcia de chez Zindoc. Donc pour cette partie, nous allons écouter un nouvel extrait de Cécile Martelly, directrice de projet de chez Approve, société coopérative qui est spécialisée dans l'accompagnement et le conseil dans l'entrepreneuriat et accompagnement dans la phase de lancement et la phase de test du projet. Nous l'écoutons. L'action sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est en fait un focus, puisqu'on est, nous, dans le numérique depuis quelques années, déjà depuis 2008-2010, et dans la transition au numérique plus particulièrement. Et aujourd'hui, on travaille sur des sujets avec certains partenaires, en l'occurrence Vanina Sager de la DRDFE, la délégation régionale des droits de la femme, qui souhaitait qu'on s'interroge un petit peu sur une problématique liée à la présence des femmes, des jeunes filles et des filles dans le monde de la tech, dans le milieu, au sein des entreprises numériques, dans ce monde-là. Et aussi tant au sein des entreprises que au niveau des formations. Donc, puisque les statistiques et les études montrent que, et puis aussi des témoignages d'entreprises au national et même à l'échelle européenne, montrent qu'il y a peu de femmes, peu de jeunes femmes au sein des entreprises de la tech, des entreprises numériques, et également peu de filles, peu de jeunes femmes au sein des formations qui amènent à accéder à des métiers pour travailler dans des entreprises de la tech et à des métiers aussi pour des activités numériques. Donc cette action consistait à essayer de faire parler, d'illustrer, de faire parler ces études et ces statistiques et de voir en région si on pouvait, si ce constat qui a été fait au national et à l'échelle européenne, on retrouvait le même constat à l'échelle régionale et d'essayer de comprendre aussi les raisons, de trouver les raisons, les causes en échangeant avec des entreprises numériques, des entreprises de la tech en région, en échangeant aussi avec des professionnels qui côtoient cette problématique-là au quotidien parce qu'ils sont soit chefs de département d'une formation universitaire ou soit directeurs d'un organisme de formation ou encore chef d'entreprise dans la tech. Voilà, donc Approve qui fait partie donc, du coup, de l'écosystème et qui s'empare de ces sujets. On va parler dans cette partie des actions qui améliorent la représentativité et qui favorisent du coup cette égalité dont on parle depuis le début. Nous accueillons du coup Natacha Garcia. Merci d'être là parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter et du coup rectifier ma petite gaffe ? Non, c'est pas une gaffe. Donc, je suis Natacha Garcia, je suis la responsable RH chez Sagesse Informatique et non pas Zindoc. Zindoc étant notre produit, voilà. Enfin, un de nos produits phares. Donc, moi, je suis très heureuse de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation, c'est une grande première. Donc pour répondre à ta question et rebondir un peu sur tous les sujets que j'ai entendus, tout à l'heure on parlait des actions qui étaient mises en place justement pour favoriser la place des femmes un peu dans la tech. Bon, déjà il faut savoir qu'en RH, clairement, pour pouvoir attirer, il faut une très bonne marque employeur. Faut être très présent. On parlait de l'informatique, moi je parle et on va dire que je parle, je bois, je respire réseaux sociaux, parce que c'est clairement là où je vais chercher le plus grand nombre de mes talents. Qui dit marque employeur dit authenticité. Et je pense que depuis 1 an que je suis présente chez Sagesse, c'est ce que j'essaye de mettre clairement en avant pour que ça puisse parler aux candidats qu'on recrute et clairement pour pouvoir les engager, les fidéliser, il faut leur parler de choses qui leur parlent, simplement. Voilà, donc ça, c'est le premier axe d'attaque sur lequel les RH travaillent. On va parler de
plus technique d'inbound recruiting, c'est du marketing RH, donc c'est de la visibilité, c'est vulgariser, c'est parler candidat. Voilà. Donc nous, chez Sagesse, on favorise beaucoup la mobilité interne. C'est pour ça qu'on met beaucoup en avant aussi les femmes, sans parler du recrutement à proprement parler. On va les aider à s'élever, à s'assumer. Et pour ça, on propose notamment des coachings 100% féminins. Et quand on parle de coaching, on parle de leadership, d'affirmation de soi. Et quand on parle de leader, on parle simplement de lâcher prise, d'apprendre à être imparfait. Donc ça, c'est pour le L de leader. Pour le E, on parle d'exposition, de communication vis-à-vis des autres sur son expertise, sur son domaine de compétences. Pour le A de leader, on parle d'assumer sa féminité, d'assumer ses différences, ses codes. Pour le D, on parle de délégation, de ne plus faire à la place d'eux, parce que c'est souvent ce que les femmes ont l'habitude de faire par instinct et par stéréotype aussi. Pour le E, on va parler là d'engagement, donc d'imposer clairement une direction qui fait partie de notre ADN et de fait du coup de noyauter et de prendre vraiment la place qu'on a à prendre en tant que femme là où on est et d'assumer les responsabilités qui vont avec et ne plus s'excuser d'être là où on est. Et pour terminer, le R, là on parle de rallier clairement en jouant la carte de la sororité et de permettre à des femmes de s'identifier et de prendre clairement cette position de leader. Voilà. Super, merci beaucoup. Tu parles de choses que vous allez mettre en avant, d'ADN d'entreprise, c'est ça. Quels sont les critères, qu'est-ce que vous mettez en avant de votre entreprise? L'évolution professionnelle, tu en parlais, mais ensuite, ça va être quoi? Priorité, l'histoire. On s'identifie parce que Sagesse Informatique est né donc de Monsieur Delsol Charlie, qui a eu cette idée un peu de précurseur de pouvoir créer une entité, une entreprise qui réponde aux besoins directs qui étaient, c'était dans les années 2000, donc il y a quasiment plus de 20 ans, qui répondent à un besoin qui n'était pas encore bien connu de tous, à savoir la dématérialisation, la numérisation. Donc ça a commencé par la création du Scan Center, qui est le centre de numération et une des entités de Sagesse. Et puis en 2007, il a rencontré Mathieu Donzel et là est né le produit Zindoc, dont tu parlais tout à l'heure. Et clairement, donc on part vraiment de cette histoire, de ce noyau-là, de l'entrain qu'ils ont mis à créer quelque chose qui correspondait au client. Mais du coup, en fait, Sagesse, c'est le client. Voilà, donc il y a une identification et quand on recrute, forcément, les gens ont beaucoup moins de mal à prendre part au projet parce qu'on y croit, parce que c'est vrai et parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est authentique. Voilà, donc ça, c'est la personnalité, l'histoire, clairement la vision et ça découle donc de nos valeurs parce que entre la proximité, ce qu'on cultive quand même très fortement chez nous, l'innovation aussi, pareil, et tout ce qui est environnement, parce qu'on a quand même aussi un troisième produit qui s'appelle le Zine Planet et qui joue dans ce cours-là. Voilà. Donc ça, c'est essentiel pour nous, pour pouvoir attirer des personnes qui nous correspondent et qui font vivre la boîte. Et c'est plutôt bien réussi parce que qu'est-ce qu'on parle de sagesse informatique, que ce soit sur notre territoire ou même, je pense, sur le continent, c'est vraiment devenu en quelques années, il me semble, incontournable déjà du pays ajaccien et en Corse. Oui, mais je rebondis justement sur ce que disaient tout à l'heure mes collègues, puisque quand je parle de marketing RH, on commence par attirer des inconnus. Ensuite, ces inconnus deviennent des visiteurs, puisqu'on suscite la curiosité. Les visiteurs, on les convertit du coup en candidats. Les candidats, quant à eux, finalement, on finit par les recruter.
donc ils deviennent des employés, et les employés finissent par devenir des ambassadeurs. Donc le travail, on n'a même plus à le faire. Les gens parlent d'eux-mêmes, les réussites. On parlait tout à l'heure de Romain, notre cuistot qui est devenu responsable d'équipe. Clairement, lui, on n'a pas du tout regardé le CV, on a regardé l'humain. Il nous a super séduit. Storytelling, ça, Oui. à mettre en avant. Vous Clairement. êtes cuisinier, venez travailler chez nous. Enfin, incroyable. Oui, mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de profils comme ça chez nous. Qui n'est pas forcément dans la tech, mais elle fait quand même partie de la boîte. On a Cindy qui était coiffeuse, qui est devenue responsable ADV, qui fait cartonner le point d'entrée de chez Sagesse. Voilà, on a beaucoup de personnalités comme ça atypiques. On a notre grande, on va dire prêtresse, et qu'on met beaucoup en avant, c'est Gaëlle Chini chez nous. C'est la responsable du pôle de la direction développement produit. Donc elle a fait toutes ses armes chez nous. Elle est partie du premier poste et aujourd'hui elle est arrivée directrice. Et ça passe aussi par les campagnes annuelles de revalorisation de salaire qu'on met en place. On essaye vraiment de faire remonter la femme en tout cas sur le même pied d'égalité que l'homme. Et chez nous, sur 11 directeurs, on a 5 femmes. Oui, donc c'est très paritaire. Oui, il y en a 11, donc on aurait pu faire 6-5, mais on a fait 5-6. Non, mais c'est, Voilà. on ne va pas chipoter, hein, c'est très paritaire. On continue sur les actions du coup, qui sont mises en place sur le territoire. On y revient après, à l'université, ça vient juste après. Mais du coup, Alexia, merci d'être restée avec nous. Donc, EMAO et également Corsican Tech, parce que ça fait partie aussi du réseau Ça EMAO. fait partie de notre écosystème, effectivement. Voilà. Donc EMAO, avec toutes ces journées immersion, donc tu l'as dit, ça permet aussi de mettre en avant des femmes qui vont montrer leur métier, surtout dans le numérique, ça participe. Et ensuite, la Corsican Tech, je l'avais marqué, qui fédère, informe et soutient. Donc ça fait partie de ces actions un peu phares avec différents programmes comme les résidences d'accélération start-up, où là... ça va visibiliser certaines entreprises, dont des femmes. Je sais que Midgard avait été résident il y a quelques années de ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les actions que vous mettez en place sur tout le territoire pour valoriser l'inclusion des femmes dans ces métiers techniques? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Zentork aussi avait participé à notre résidence d'accélération l'an dernier. Et la Corsican Tech, et justement toutes ces résidences ont pris de l'ampleur, et ça a fait un petit qui s'appelle maintenant ICO, qui est la filiale d'EMAO. Et justement, on continue ces actions. Il y a une résidence d'accélération qui est très prochainement, qui débute le 24 mars jusqu'au 29 mars, où 5 entreprises ont été sélectionnées. Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a quand même. Et effectivement, c'est toute cette mise en relation de l'écosystème innovation, entrepreneuriat, et on essaye de valoriser un maximum les initiatives et les personnes qui sont derrière ces initiatives, et d'autant plus les femmes. C'est vrai que, pour être très honnête, c'était pas les femmes en premier, mais quand elles sont là, on les met en avant aussi. Parce qu'en plus, il y a des coachs, je pense à Mélanie Tisney-Versailles, qui ne vit pas en Corse, mais qui est présente à... Qui est une amoureuse de la Corse, effectivement. Ça, qui est présente à toutes les résidences d'accélération. Et je pense aussi que Mélanie participe à cette représentativité des femmes qui sont hyper compétentes, qui sont à des postes de responsabilité et qui, en plus, vont aider les autres pour développer leur start-up. Elle fait pivoter des idées comme personne. Mélanie, c'est vraiment devenu également un pilier des résidences d'accélération. Elle participe vraiment à cette représentation, je trouve. Exactement. Non, c'est vrai en fait, on réfléchit pas à ça chez EMAO, mais c'est vrai que c'est induit, parce que l'équipe chez EMAO, elle est majoritairement féminine. Un gros merci à mon directeur qui ne fait pas exprès, mais qui nous valorise au quotidien, qui nous donne notre chance. Mais c'est vrai que oui, la résidence, pour prendre cet exemple-là, que ce soit les résidences affiliées start-up ou plus générales, c'est vrai que c'est une aventure humaine, et dans cette grande aventure, il y a des hommes, il y a des femmes, et chacun est valorisé à son échelle et selon son initiative et selon son rôle dans cette grande aventure d'une semaine.
Donc il y a d'autres acteurs qui participent à cette valorisation, notamment des femmes. Je pense à la M3E qui est pareil, dirigée par 3 femmes et qui accueille des entreprises en territoire CAPA et qui les accompagne sur tout leur début de création d'entreprise notamment. Il y a Prova, du coup, on a entendu tout à l'heure notamment Cécile nous parler de Code for Corsica qui illustre et fait parler aussi les chiffres. Donc ils sont allés interroger des femmes et des hommes pour savoir pourquoi ces chiffres étaient là, etc. Il y a également la CAPA. Et donc là, c'est Tamia qui m'en a parlé. Donc je vous fais écouter un extrait. Alors, donc, je travaille à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et à la ville d'Ajaccio. Je suis un service mutualisé pour les deux. Et Monsieur le Président maire et l'élu en charge du numérique ont voulu valoriser l'action du territoire en matière de numérique à travers des labels et des trophées. Donc les labels, ça se matérialise sous forme d'arrobase. Vous connaissez les villes fleuries avec 5 fleurs, 3 fleurs. L'action numérique, c'est avec des arrobases. Donc, la CAPA obtient 5 arrobases, donc c'est la plus haute distinction. On a également des trophées pour les objets connectés. On a également le label Territoire innovant donné par les interconnectés. Et donc, ça donne une visibilité à nos projets et ça paraît dans la presse et ça paraît sur les réseaux sociaux. Et bien, peut-être que ça suscitera des vocations puisque ça donne une certaine visibilité aux projets numériques qui sont intéressants, motivants et valorisés par notre territoire. On est également dans des groupes de travail au niveau national pour un numérique plus responsable, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire l'impact écologique du numérique, mais aussi à avoir un numérique plus responsable au niveau social et sociétal, et ce, donc, en faveur notamment des femmes et de tout le monde dans le numérique. Donc moi, je suis convaincue que chaque action compte dans le fait de mettre en visibilité les actions du numérique, d'autant plus quand c'est porté par passion et en continuant à mettre en œuvre des initiatives qui sont comme ça, qui sont innovantes, qui sont inspirantes, on va peut-être donner envie à susciter des vocations auprès des femmes et auprès de toutes les personnes qui souhaitent aller dans ce domaine-là, quels que soient les stéréotypes qu'on peut avoir à côté. Est-ce que ça aide justement d'avoir des qualifications comme ça dans l'une des grandes villes en Corse? Est-ce que vous pensez que ça participe justement à cette représentativité? Oui, je pense qu'indéniablement ça participe, parce que il faut faire évoluer les mentalités, parce que pour que la place des femmes évolue, il faut qu'ils aient des modèles différents. Et ça se joue, comme on l'a dit tout à l'heure, très tôt, à l'adolescence. Mais ça se joue également dans le grand public parce que les parents aussi ont besoin d'être informés parce qu'ils vont peut-être freiner leur fille à aller du fait des stéréotypes. Donc ça se travaille au niveau de l'ensemble de la population. Et le fait de multiplier la communication sur des modèles de réussite féminine dans le domaine de l'informatique au sens large et de la tech en général, je pense que ça peut contribuer à faire évoluer les mentalités. Vous mettez en place des choses à l'université pour justement augmenter ce chiffre-là? Alors, au niveau pas spécifiquement au niveau des publics féminins. Effectivement, on fait la promotion de nos filières dans les lycées. Donc, on va dans les différents lycées de Corse. Il y a aussi le salon de l'orientation, mais pas spécifiquement au niveau des filles. Et c'est vrai que, je veux dire, ça peut être une source d'inspiration pour nous aussi, pour orienter nos interventions quand on va dans les lycées, justement, en ciblant plus ce qui peut inspirer les filles et les décider à aller vers ces carrières. Oui, typiquement, dans d'autres expériences professionnelles, je participais à des mouvements comme Elle Bouge. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y en avait beaucoup sur la région PACA, parce qu'à la base, je suis quand même issue du continent
et je suis venue vivre en Corse pour le travail. Donc, Comme quoi, on peut être très attractif sur notre territoire. Voilà, les challenges, clairement, voilà, le côté, tout ce qui a déjà été expliqué, hein, le côté très familial, très rassurant de la Corse pousse et interroge en fait à venir y travailler. Et il y a beaucoup de mouvements comme ça féminins qui émergent et qui sont hyper intéressants, qui valorisent les places des femmes dans la tech, l'industrie. C'est hyper valorisant et c'est des mouvements qu'on peut faire venir sur l'île, en tout cas desquels je suis assez proche, et ça sera potentiellement une prochaine action chez Sagesse. Super, on attend ça avec grande impatience. Audrey Valette du CPIE à Rina Chita, je vous en ai parlé, nous explique ce qu'est les filles oser les sciences. Les filles en sciences, la journée internationale. Hein. Donc l'idée, c'était à la base, j'avais une journée grand public prévue avec pas mal d'outils parce que pour le projet que je manage, là, les filles oser les sciences, c'est une boîte à outils en fait, et dans laquelle il y a on a fait beaucoup d'outils et certains adaptés au territoire. Notamment, on a filmé des profils de femmes scientifiques. Donc on a fait 6 spots vidéo et des panneaux sous forme de roll-up. Et on a aussi dans la boîte à outils, il y a aussi des jeux de plateau et des quiz, et il y a le principe aussi de tout ce qui est débat mouvant autour de la thématique. L'idée, c'était d'utiliser tous ces outils qui sont d'habitude, ils sont destinés, si tu veux, à la base, ils ont été faits pour faire des interventions scolaires au niveau des collégiennes et lycéennes, enfin collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Et l'idée, c'est de faire des journées grand public pour les adapter, les permettre d'offrir cette visibilité au grand public, et notamment aussi aux familles. Parce que sensibiliser les jeunes, c'est une chose, mais après, par rapport à la thématique scientifique pure, qui là concerne aussi bien les filles, les garçons, c'est ouvrir tous ces métiers, en fait. Et aussi aux familles. Parce que parfois, on se contente, entre guillemets, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on voit. Et quand les jeunes arrivent avec des idées plein la tête, sont parfois un peu confrontés à un certain refus ou à certaines craintes, parce que en fait c'est de la méconnaissance. Mais ça c'est global, c'est pas lié aux filles, c'est pour les filles et pour les garçons, c'est lié aux sciences en général. Voilà, donc encore une action sur le territoire. Bon, le CPIE Arina Chita est à Corté, mais je sais qu'il bouge pas mal pour justement cette action des filles oser les sciences. Initia, par le biais de Paola Léondi, devait être présent aujourd'hui parmi nous. Malheureusement, petit imprévu. Donc, elle a quand même bien voulu répondre à mes questions. Donc, Initia est reconnu incubateur public depuis 10 ans. Leur rôle, c'est de soutenir, d'aider et d'accompagner l'innovation en Corse. Donc l'innovation, c'est un projet qui doit proposer une évolution significative à un produit, un service ou un processus de fabrication qui apporte quelque chose de nouveau, notamment sur le domaine de l'innovation technologique ou encore du développement. C'est une activité innovante. Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient mis en place des actions pour recruter plus de femmes. Et donc, elle me répond « Nous participons activement au soutien d'initiatives en faveur des entrepreneuses, comme c'est le cas avec Orange, La Poste ou encore les Corsican Businesswomen. Il nous tient à cœur de soutenir, dynamiser et aider le développement de projets innovants portés par des femmes sur le territoire. » Et alors, elle me dit qu'en France, en 2021, 41% des créateurs d'entreprises sont des femmes. C'est un chiffre qui était en hausse car il y avait 39% en 2020, donc plus 3. Et chez Init, par contre, c'est un chiffre qui chute à 21%. Il compte actuellement 17 startups en incubation, dont 4 qui sont portées par des femmes. Donc, c'est un peu en dessous de la moyenne nationale. Mais on espère qu'avec tout ce qu'on a dit, ça encouragera des femmes à se lancer dans ces métiers-là de la tech et pourquoi pas de lancer leur entreprise dans ce domaine d'activité-là. On voit même sur le territoire, et je pense notamment aux Corsican Businesswomen qui apportent vraiment une visibilité des femmes chefs d'entreprise qui innovent avec Delta Luxe notamment, ou d'autres dans le domaine de l'écologie, etc. Je pense
vraiment une action qui permet aux femmes de s'identifier, de se dire c'est également possible pour moi, j'ai envie, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça a même participé, moi, à me dire que j'allais être chef d'entreprise, et c'est grâce au Corsican Businesswoman. Qu'est-ce que l'on peut dire pour terminer cette table ronde, parce que ça fait déjà 1h45 que nous sommes en enregistrement, ça passe vite. Qui se lance? Une petite conclusion. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde? Qu'est-ce que, pour dire un peu les grandes lignes, l'état des lieux, les opportunités, les freins, l'évolution, ou encore les actions qui sont mises en place sur le territoire, est-ce que on est en bonne voie pour maintenant compter plus de femmes dans la tech, le numérique? Je pense que le podcast traduit une volonté de sensibilisation. Donc ça, je pense que c'est significatif et que ça va dans le bon sens. On voit que dans les entreprises, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience aussi au niveau de l'information pour essayer de communiquer plus, pour que, à travers les idées d'immersion aussi dont on a parlé, pour donner envie et inspirer les femmes à s'orienter vers les métiers de la tech. Allez, moi je vais terminer avec une petite citation que j'aime bien. C'est de Stendhal, qui dit que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Merci beaucoup. Alexia. Est-ce que je peux vraiment conclure après une telle citation? Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu difficile. Tu aurais dû nous laisser parler avant, Natacha, voyons. Non, je vous remercie à tous et toutes d'avoir été présents à cet enregistrement en direct des femmes dans la tech et du numérique. Merci beaucoup à Paul-Antoine, à Anne-Sophie, à Marine, Natacha, Evelyne et... De manière très spontanée, Alexia également. Non, mais je te remercie d'avoir vraiment osé venir nous parler d'Emao. Tu m'as annoncé hier que tu venais, donc ravie. Et comme ça, on a pu te compter avec nous à cette table. Donc, c'est un épisode de podcast. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines dates de sortie. À bientôt.